Bonjour à toutes et à tous. On a le grand plaisir de recevoir Laurent Gagnol, qui est maître de conférence de géographie à l'université d'Artois. Ce qui nous a plu dans le fait de faire venir Laurent Gagnol, qui est un spécialiste reconnu des problématiques liées au nomadisme, entre autres au Sahel, en Afrique de l'Ouest, c'est plusieurs ingrédients, essentiellement deux. Le premier, c'est qu'il fallait un objet, un objet de recherche qui travaille dans différentes dimensions et qui puisse faire que la question du rythme puisse intervenir, qu'il en traite d'ailleurs intentionnellement ou non, explicitement ou non, mais un objet qui pouvait s'ouvrir, disons, à la question du rythme. Et effectivement, lorsque Laurent Gagnol fait ses recherches sur la question des mobilités, la question du mouvement dans le fond, la question de la sédentarisation chez les Touaregs, il y a quelque chose de l'ordre du flux et de la structure lorsqu'il travaille en écologie politique sur la multiplicité des dimensions à la fois sociales et naturelles des interactions spatiales, temporelles qui se combinent et nourrissent une dimension en écologie politique sur ces espaces, eh bien on pense que la question du rythme peut surgir. Encore une fois, qu'elle soit traitée ou non par Laurent Gagnol, mais c'est une possibilité. Hein. Le flux et la structure, la mobilité, le mouvement et la sédentarisation, je pense que ça ouvre la possibilité de cette interrogation sur le rythme. Voilà. L'autre point, me semble-t-il, qui était euh, sine qua non pour rendre ce travail possible, c'est-à-dire l'introduction du rythme dans ces questions-là, c'est qu'il nous fallait quelqu'un qui soit ouvert, un chercheur reconnu, mais ouvert. Un chercheur reconnu, je dirais même, et qui aime l'aventure. Et je pense que c'est ce qui caractérise Laurent Gagnol, à la fois dans sa personnalité, dans ses recherches. Dans ses recherches, je dirais qu'il y a ce qui frappe, c'est une interrogation. Cette ouverture vient d'une interrogation en synergie de deux pôles, le pôle théorique et le pôle recherche sur le terrain. Le pôle théorique, ce qui m'a frappé dans ses travaux, c'est sa capacité à constamment interroger ce que nous embarquons comme équipement culturel, disciplinaire, épistémologique, comme aspect de l'histoire de la pensée, là encore, que nous le voulions ou non, pour regarder ce qu'il regarde, comprendre ce qu'on essaye de comprendre, et même essayer d'être attentif à ce qu'on voit à peine. Et d'ailleurs, ça rejoint une série de travaux qu'a effectué Laurent Gagnol sur les signes, les traces dans la perspective, entre autres, de Carlo Ginzburg. Donc là aussi, cette dimension de réflexivité constante sur la manière dont on réfléchit, sur ce que nous pensons connaître, fait que je pense que on est tout à fait ouvert à introduire des notions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et puis l'autre aspect, c'est que non seulement c'est un brillant théoricien, quelqu'un qui a fourni des éléments de théorie du nomadisme, par exemple, mais pas seulement, mais c'est quelqu'un qui est aussi pénétré par ce que la vieille géographie appelait les chercheurs de terrain, quoi. Et c'est un chercheur de terrain, mais un chercheur de terrain assez particulier. C'est pas quelqu'un qui est pétri d'une théorie et qui va la plaquer pour voir si ça marche ou pas. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est un chercheur des terrains de l'expérience, de l'immersion. Et ce point de vue-là, s'il fallait comparer, je dirais, ben, il y a Lévi-Strauss et puis ses expériences en Amérique du Sud. Il y a plus près de nous Descola et les Hachoirs. Bon, et ben, il y a Laurent Gagnol et les Kellaway près des Monts Bagzan, pour lesquels il a consacré 2 ans de sa vie à comprendre ces phénomènes à la fois de nomadisme et de sédentarisation. Et là aussi, je pense que
c'est une réflexivité qui est au cœur de ces travaux et euh, qui est au coin de l'aventure, dans le fond. Et le dernier point que je voulais soulever, et, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui aime le risque. Le risque scientifique, bon, ça mange pas de pain, mais quand même, chacun de nous qui est dans l'expérience académique sait que parfois ça provoque des tensions, mais voilà, c'est des tensions scientifiques. Et je pense que notamment ces travaux, d'après ce que j'ai compris, autour à la question de leur paillage, ça peut nourrir des controverses scientifiques fructueuses. C'est un risque à prendre. Et puis, c'est un risque, il a le goût du risque parce que, bon, ben moi, j'irai pas dans les terrains où il est allé, j'irai pas à la période où il était allé, j'aimerais pas prendre ces risques. Et donc, tout ça fait que ce goût de l'aventure, cette façon qu'il a de poser les problèmes, cette réflexivité fondamentale qu'il porte sur sa manière de connaître, euh, fait que la question des rites, je pense, va être tout à fait intéressante. Et je terminerai sur le fait que quand on a préparé minimalement cette intervention avec Laurent, je lui ai parlé d'une expression qu'aime souvent euh, dont use assez souvent Luc Wodzinski, c'est le rythme comme manière de fluer. Et, euh, et il avait l'air relativement surpris par cette définition. Mais finalement, quand on parle dans son titre, mobilité, rythme et mobilité, rythme dans le fond et mouvement, je pense qu'un danseur ne serait pas trop inquiet par cette définition, le rythme comme mouvement. Mais le, 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 la manière de fluer, ça pose question. Alors, est-ce que c'est simplement l'expression ou alors est-ce que c'est l'expression d'un mouvement de la pensée qu'il faut scruter et qui est beaucoup plus subversif que ce que l'on croit? Voilà, c'est un peu la question de départ, mais enfin bon, voilà, que j'aimerais poser comme ça, qui se reposera peut-être à la fin. Et en tout cas, je remercie beaucoup Laurent Gagnol de consacrer ce temps-là et cette conférence. Merci Laurent et à toi de jouer. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Bon, ça va être difficile pour moi, après cette présentation, de rebondir. Et j'espère que, après cette présentation, vous ne serez pas déçus de ce que je vais raconter, parce que je voudrais déjà peut-être partager l'écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Oui, donc, très clairement, je voudrais quand même dire d'emblée que, après avoir reçu cette invitation, auquel évidemment je suis très heureux et très attaché de pouvoir y répondre positivement, mais je me suis dit que j'étais quand même un peu ignare, hein, sur cette question du rythme, et puis je dirais même un peu insensible a priori, puisque c'est pas une notion en fait qui m'a interrogé, sur lesquelles j'ai pu un peu fixer des interrogations de recherche, donc je n'y avais pas du tout pensé. Et puis évidemment, comme souvent dans la recherche, en y réfléchissant et en réfléchissant à ce que j'ai pu faire, notamment sur le terrain, effectivement. Donc cette présentation, ça va me permettre de revenir sur mes travaux un peu empiriques de thèse. Et d'ailleurs, je remercie aussi Olivier parce qu'il a dirigé ma thèse. Je voulais quand même rajouter ça. C'était mon directeur de thèse. Donc en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'évidemment, je me suis confronté à cette dimension du rythme sans vraiment l'expliciter ou sans peut-être parfois m'en rendre compte. Et donc cette présentation, cette communication, ça a permis d'y réfléchir. Et donc je vais essayer de montrer comment j'ai pu en fait être confronté à ce problème et comment j'ai essayé aussi de proposer peut-être une grille d'analyse. Donc à partir donc de mes travaux de terrain. Donc voilà, je voudrais aussi ajouter que je n'aurais peut-être pas une perspective très théorique, très approfondie, hein, sur cette question. Donc, c'est plus par rapport à comment j'ai pu me confronter à cette question par rapport à un terrain. Donc, c'est pas un travail abouti, c'est plus un bricolage, vous avez bien compris, face à des observations empiriques. Mais en tout cas, je pense que effectivement, une perspective à partir du rythme, ça permet d'éclairer des choses et qui me semblent tout à fait intéressant. Encore une fois aussi, donc je suis géographe, donc
la question du rythme, ça articule aussi la question du temps et de l'espace. Et c'est dans cette perspective-là, pardon, que j'analyse évidemment la mobilité, la question de la mobilité, c'est ce qui m'intéresse. D'autant plus que mes deux objets de recherche privilégiés, c'est la question du nomadisme et plus proche de nous, c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut appeler la ruée vers l'or, donc l'exploitation des ressources extractives, notamment aurifères, toujours sur un espace privilégié qui est le Sahara. Et donc évidemment, si on traite de la mobilité, je pense que la question du nomadisme et de la ruée vers l'or, hein, c'est deux situations qui sont qu'on peut qualifier d'emblématiques. En tout cas, c'est des cas limites de mobilité qui à ce titre, je pense, peuvent être intéressants pour interroger le rythme et les mobilités. Donc, j'ai conscience que peut-être que par rapport à votre réflexion collective, c'est des cas d'études qui sont peut-être marginaux, mais c'est aussi peut-être leur intérêt. Alors, je commencerai d'abord dans cette présentation à aborder d'abord la thématique du nomadisme. Juste un premier point quand même, c'est de bien dire que je vais pas, même si je vais dire les nomades ou le nomadisme, c'est comme ça, ils disent ça, etc. Donc je n'ai pas l'intention d'essentialiser ou de généraliser mon propos. Je voudrais quand même situer mon propos en disant que quand je dirais nomades, c'est surtout les Touaregs du Sahara et du Sahel, et parmi eux, surtout les Touaregs de l'Aïr, au nord du Niger, notamment le groupe le plus important, les Keloé, dont je reparlerai, puisque c'est là où j'ai effectivement réalisé mes travaux de terrain de thèse et j'ai pu essayer d'y retourner de façon régulière, répétée, même si depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, c'est évidemment impossible de pouvoir y retourner. Mais j'ajouterais que je continue à collaborer avec des chercheurs et des collègues nigériens. Et donc voilà, j'évoquerai ça, d'associer d'autres méthodologies maintenant parce que je ne suis pas non plus une tête brûlée, je ne prends pas trop de risques non plus, je suis pas pour aller sur le terrain. Donc c'est en tout cas à partir de cet exemple que je vais parler. Alors, un petit point aussi sur comment j'entends le nomadisme. Alors, je ne vais pas construire théoriquement ici le nomadisme, mais c'est bien un rapport à l'espace spécifique qui est marqué par une forme, on parlait de fluidité, on parlait de flux, hein, c'est bien une forme d'ouverture, de fluidité de l'espace. On peut l'associer aussi avec la conceptualisation de Deleuze et Guattari, l'espace 6, de considérer aussi la mobilité comme une ressource qui implique aussi une forme de réversibilité des lieux. Des lieux peuvent être abandonnés, puis réoccupés, avec une capacité donc de pouvoir s'ancrer et de se désancrer. Donc là aussi, je rejoins la conceptualisation de territorialisation et de déterritorialisation. Mais quand on pense aux nomades et au nomadisme, c'est vrai qu'on associe en fait peu à la question temporelle. Et si on l'associe à la question des rythmes, c'est évidemment, je vais le dire, c'est plus dans un calendrier annuel. Alors, je vais d'abord commencer quand même par évoquer, est-ce qu'on peut parler d'une conception nomade du temps? Alors ça dépasse un peu mon propos, mais je vais faire quand même deux remarques. Une première remarque qui sera très rapide et qui m'a un peu surprise sur le terrain, parce que quand j'étais sur le terrain, je me présentais souvent comme historien, parce que géographe, ça leur parlait pas trop, et historien, ça leur indiquait peut-être, ça facilitait en tout cas la prise de contact. Et je me suis rendu compte, et ça a été quand même une surprise, c'est qu'il y a une forme de grande indifférence par rapport au temps, en tout cas chez les nomades que j'ai pu fréquenter. Alors quand je dis ça, je ne veux évidemment pas dire que l'Afrique et les nomades ne sont pas rentrés dans l'histoire, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais que le temps, le passé, l'histoire, la temporalité ne fait pas partie des préoccupations quotidiennes, alors que la dimension spatiale, l'espace, la connaissance des lieux, l'orientation par exemple, la toponymie revient sans cesse dans les discussions, puisque aussi, il faut le dire, c'est que la vie pastorale et nomade l'exige. Mais je dirais que la dimension spatiale est aussi une forme de savoir, de savoir-faire qui sont culturellement valorisés. J'ai, effectivement, j'ai travaillé sur la question de la lecture des traces, qui est un savoir insoupçonné, efficace et omniprésent dans les observations quotidiennes et dans les discussions même aussi.
Alors que le temps, par contre, ne fait pas l'objet de réflexions quotidiennes et même de réflexions savantes. D'ailleurs, et je l'évoquerai aussi, donc je travaille avec des collègues qui ont pu faire d'ailleurs leur thèse à Grenoble, hein, donc Abdulkader Affan, avec qui j'ai beaucoup travaillé, ou Rumour Ahmed Chilouta. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes Touaregs qui ont fait des thèses de géographie. Par contre, l'histoire, ça ne les intéresse pas beaucoup, c'est-à-dire que le passé, les études d'histoire n'intéressent pas beaucoup les étudiants Touaregs. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'il y a très peu d'historiens euh, de, leur, de leur groupe social, ce qui fait que leur passé est souvent méconnu et souvent peu traité. Et l'histoire du Sahel se fait encore aujourd'hui, non pas avec eux, hein, mais par des acteurs externes à leur société, alors qu'il fait de plus en plus aujourd'hui l'objet d'instrumentalisation. Et donc, ce qui fait que parfois, on les renvoie dans une forme d'alloctonie, dans une identité d'étranger perpétuel en tant que nomades. Et on le justifie parce que ce sont des nomades. Donc voilà, c'était le premier point quand même sur lequel je reviendrai évidemment. La deuxième remarque, euh, alors je n'arrive pas à passer mon diaporama. Non, oui, désolé. Je vais peut-être essayer de. Je profite de l'interruption technique. Laurent, est-ce que vous êtes toujours sur le même micro qu'au début? J'ai l'impression qu'il y a une saturation. Non, non, je suis sur le même micro. Ouais, Mais donc alors, je suis sur le réseau Wi-Fi. option J'espère audio dans que. la bouche. Ouais. C'est-à-dire que ça coupe? Non, ça sature, c'est tout, ça coupe pas. Ah, bon. Alors, on essaie de remettre en compte. Voilà, vous voyez tout ça. Donc, la deuxième remarque, et je prendrai peut-être un peu plus de temps, c'est sur la question de la mesure du temps, et notamment chez les Touaregs. Et en fait, je m'étais jamais trop intéressé à cette question, donc c'est pour cette communication que j'ai essayé d'approfondir ce sujet, et je me suis rendu compte que c'est une sorte d'imbroglio un peu inextricable. Donc j'ai essayé de m'intéresser à comment les Touaregs mesurent les rythmes et mesurent le temps. Et donc ça a fait aussi l'objet d'études de géographes, et notamment d'un géographe sur lequel je voudrais revenir, hein, qui s'appelle Jean Gallet. Et il a développé ce qu'il appelait une chronographie culturelle dans un livre qui est intitulé Homme du Sahel. Alors Jean Gallet, c'est un géographe africaniste, un spécialiste de l'actuel Mali, et il a soutenu et publié une thèse magistrale en 1967 sur le delta intérieur du fleuve Niger. Donc il fait partie de cette génération de géographes qu'on a qualifié de tropicalistes, fortement marquée par la figure de Pierre Bourou. C'est aussi un précurseur de la géographie culturelle, et il a conceptualisé la notion d'espace vécu en analysant la perception, la représentation de l'espace chez les différents groupes humains qui se côtoient, qui s'entrecroisent dans le centre du Mali. Et ce qu'il montre, c'est que chaque groupe culturel a un mode d'exploitation spécialisé du milieu, donc une conception de l'espace, mais aussi une conception du temps qui est spécifique. Et donc cet ouvrage synthétise 20 ans de réflexion, et il donne le nom donc à cette représentation du temps chez les groupes qu'il a étudiés de chronographie culturelle, qui est une forme donc de pendant de la géographie culturelle et des espaces vécus. Là, c'est plutôt les temps vécus. Et il oppose classiquement deux grandes conceptions du temps, une conception cyclique et une conception linéaire. Et son analyse consiste à montrer que la complexité, la multiplicité, vous allez voir, de ce qu'il appelle des temps ronds des saisons, rythme la vie quotidienne des pasteurs nomades, mais aussi des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants, des urbains, etc. Et qui contraste aussi avec ce qu'il estime être une forme de désintérêt pour le temps linéaire de l'histoire, et qu'il assimile ici au temps long de Brodel, de Fernand Brodel. Donc je vais commencer d'abord par présenter rapidement ce qu'il entend par les temps ronds des saisons, hein, donc c'est plutôt les cycles saisonniers en fait.
Et il montre qu'il faut plutôt évoquer des temps multiples qui sont entrecroisés, puisqu'il y a le temps solaire, mais il y a aussi le temps lunaire, et puis il y a le temps des saisons climatiques. Et là encore, même dans les saisons climatiques, il montre que, en tout cas pour la région qu'il étudie, il y a les questions climatiques, mais il y a aussi la question du régime hydrographique. Et donc le temps des saisons est en fait un temps qui est aussi marqué par des phases de crue et de décrue du fleuve Niger. Et il montre qu'en fait, ces temps, ces différents cycles sont plus ou moins bien accordés ou mal accordés entre eux, ce qui ne pose pas de problème à ces populations. Bon, il synthétise notamment son travail sur les temps des saisons climatiques donc en cinq saisons, en fait, marquées par le régime hydrographique du fleuve et les changements de climat. Donc, ce qui est appelé au Sahel la pluie des mangues, hein, c'est les premières pluies un peu irrégulières de notre printemps en Europe occidentale. Et aussi la période des basses eaux du fleuve. Donc, vous voyez le régime du fleuve dans la courbe en bas du schéma. La deuxième saison, c'est la saison des pluies, qui est marquée aussi par la montée progressive de la crue, mais qui est toujours retardée par rapport à la saison des pluies. Ensuite, la saison qu'on peut qualifier d'automne, qui est, qui est marquée par l'arrêt des pluies, mais par contre, c'est le pic de la crue. Donc, c'est la période des hautes eaux. Ensuite, c'est l'hiver, c'est la période marquée à la fois par le froid et aussi par la décrue du fleuve. Et enfin, la dernière, c'est l'été, c'est la période des basses eaux, marquée par la chaleur, la sécheresse, etc. Donc, j'ai essayé en fait de m'inspirer de cette analyse de la chronographie culturelle et de faire ça pour le groupe Touareg que je connais le mieux, notamment les Kéléoué. Alors j'ai aussi dissocié un temps cyclique et temps linéaire. Et donc je voudrais d'abord commencer par la mesure du temps court et donc comment il découpe le temps à partir donc, du temps court et du temps linéaire. Le premier enseignement, vous voyez, c'est que la mesure du temps court, en fait, est un emprunt linguistique. Donc vous voyez bien que l'emprunt pour seconde et minute, ce sont des termes qui viennent du français, qui sont plutôt récents dans le lexique touareg, tamashek. Et même le mot qui désigne l'heure, c'est un terme qui est issu de l'arabe. Ensuite, deuxième aspect, si on regarde plutôt là le temps cyclique, les jours, on se rend compte que euh, le, le jour chez les Touaregs, enfin, la journée commence par la nuit. On fait débuter la journée par la nuit. Et ce qui est assez étonnant pour nous, mais en même temps, si on y réfléchit bien, en Europe, hein, euh, à la fois le début de la journée, c'est à minuit, donc c'est au milieu de la nuit, et à la fois, en fait, dans le langage courant, c'est aussi le matin quand on se réveille. Donc, vous voyez, même c'est un peu confus, même dans nos propres sociétés. Euh, Ensuite, il y a évidemment des termes pour jour et pour nuit. Deuxièmement, il y a aussi une extrême précision dans le découpage du temps qui est interne à la journée. Et là, j'ai utilisé un dictionnaire, hein, donc j'ai scanné une page de ce dictionnaire qui montre tous les termes qui sont associés donc à ce découpage du temps interne à la journée. Et c'est le linguiste danois Karl Praseux qui était un grand spécialiste hein, de la langue touareg de l'Aïr, du nord du Niger. Et il montre donc qu'il y a plus de 26 catégories intermédiaires. Donc cette richesse lexicale est vraiment très importante. Et puis, il en manque, hein, parce qu'il y a par exemple les 5 prières islamiques quotidiennes qui rythment le temps des journées. Il y a aussi le temps des repas, par exemple. Si je prends le terme daklu ou teklut, qui désigne le midi du jour, en fait, c'est là aussi la racine des mots qui ont donné des termes dérivés comme lieu de rendez-vous au milieu du jour, qui ont donné le nom aussi de repas de midi. Au sens strict aussi, le fait de passer le milieu de la journée, quelque part, ou le fait d'arriver ou de passer pendant le milieu de la journée dans un campement, par exemple. Il y a d'autres dérivés aussi qui, associés à ce terme, hein, qui désignent la chose portant ombre propre à ce que l'on passe les heures du milieu du jour à son pied, tel qu'un arbre ou un rocher. Et donc, en fait, ça désigne la sieste que l'on fait à l'ombre au milieu du jour. Vous voyez, ce terme connote à la fois une question de temps, le milieu du jour, d'espace, qui est
un lieu où on se donne rendez-vous au milieu du jour, une situation aussi recherchée pour les corps pour faire la sieste, et même une action, prendre le repas du midi. Vous voyez, tous ces exemples linguistiques montrent que le langage traduit avec subtilité tous les rythmes quotidiens de la vie nomade, et on pourrait multiplier à l'infini tous ces exemples. Et alors, ce que j'attire aussi, troisième enseignement, l'attention sur le fait que cette richesse lexicale permet d'indiquer à la fois donc, une mesure du temps, mais aussi des distances. Donc des distances de parcours précis pour la vie quotidienne des bergers, des bergères, puisque ces formes de durée sont associées à des déplacements. Donc ce lexique est adapté au travail pastoral, de gardiennage des troupeaux, d'aller-retour entre le campement et les pâturages, ou d'aller-retour pour accéder à l'eau au puits, par exemple, pour aller à tel endroit, pour retrouver des bêtes égarées, etc. Si on continue d'élargir l'échelle temporelle, il y a évidemment la notion de semaine, qui est qui est équivalent au mot 7, au chiffre 7, puisque c'est évidemment le cycle du décompte des jours qui est ici désigné. Le terme de mois, le mois est désigné par le terme télite, qui en fait définit la lune et le cycle lunaire. Alors justement, j'en viens maintenant au calendrier, à des formes cycliques. Alors là aussi, pour cette recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait une multiplicité de calendriers. Le premier calendrier, donc, est fondé sur le cycle lunaire, donc des 12 mois lunaires. C'est à la base, c'est issu du calendrier de l'Hégire, donc c'est le calendrier islamique, qui est surtout utilisé pour les fêtes religieuses. C'est le calendrier liturgique. Donc, il comporte 12 mois lunaires de 354 jours, ce qui fait qu'un mois lunaire commence chaque année 11 jours avant sa date de l'année précédente. Ce qui fait dire à Jean Gallet que le cycle lunaire flotte sur le calendrier solaire. Le calendrier lunaire des Touaregs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il porte des noms tamashek et pas des noms arabes. Et en plus, certains noms aussi renvoient à des réalités climatiques régionales. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Ou alors, ils désignent aussi des fêtes qui sont des fêtes locales dont je reparlerai, comme le Bianou, par exemple, à Agadez. Le deuxième calendrier, type aussi de repérage dans le temps, à l'échelle annuelle, c'est le calendrier évidemment solaire. Et là encore, il y a plusieurs calendriers solaires. Il y a évidemment le calendrier grégorien, celui que l'on utilise chez nous en Europe occidentale, qui s'est imposé évidemment avec la colonisation. Mais il y avait, avant la colonisation, aussi un autre calendrier solaire qui était connu, utilisé, et qui fait qu'on retrouve en fait les mois qui sont désignés par des termes en fait qui sont issus de termes latins, comme vous pouvez le constater, tous les mois que l'on connaît chez nous, qui est issu du latin, on les retrouve chez les Touaregs aussi. Bon, certains sont utilisés, d'autres qui sont tombés en désuétude. Mais ce calendrier, il correspond, en fait, probablement, selon les auteurs que j'ai consultés, notamment Janine Boudrin, au calendrier julien, avant la réforme grégorienne. Donc déjà, on est à 3 calendriers. Un lunaire, 2 solaires. Et ces 3 calendriers donc s'articulent déjà plus ou moins bien. Ce qui fait que le début d'année, varie selon le calendrier. En fait, on peut dire que chez les Touaregs, il y a 4 nouvel an. Il y a le 1er janvier, évidemment, du calendrier grégorien, mais qui n'est pas beaucoup fêté, à part dans les grandes villes, par la jeunesse aisée. Sinon, il y a aussi le nouvel an du calendrier julien. Et là, les Touaregs avaient tendance à compter une année à partir, les Touaregs de l'Aïr, de la région dont je parlerai, à compter de la fin octobre jusqu'à l'année suivante, fin octobre. Plus précisément, en commençant à peu près au 25 octobre, quand apparaîtraient les pattes de la Chamelle, de la constellation de la Chamelle, qui correspond à la constellation de la Grande Ourse, pour nous, et qui annonce l'arrivée de la saison froide, de l'hiver. Troisième nouvel an, c'est celui si on suit le calendrier hégirien, le calendrier islamique. Là, on suit le calendrier islamique avec le premier mois islamique de Muharram, avec la fête de la Shura. Mais chez les Touaregs, ce mois est aussi marqué par une fête locale
qui s'appelle le Bianou, la fête du Bianou, qui est fêtée notamment à Agadez, qui est à peu près 10 jours après la Shoura. Et donc ça c'est déjà le troisième nouvel an, mais on peut rajouter encore un peu plus de difficultés, puisque si on retient ce que nous disent les spécialistes de l'histoire culturelle du monde berbère, avant la conversion de l'islam en Afrique du Nord, de nombreuses fêtes associaient le nouvel an avec le printemps dans le calendrier agropastoral berbère. Et là, je cite un article de l'encyclopédie berbère euh, de Nejma Plantade qui montre que dans toute l'Afrique du Nord, de nombreuses anciennes fêtes saisonnières ont été transférées à celles du calendrier liturgique musulman. Donc, les fêtes de printemps, qui était au départ un nouveau cycle, la fête du nouveau cycle annuel, a été naturellement intégrée au nouvel an de la nouvelle religion. Et c'est ce que montre bien la fête de Bianou chez les Touaregs de l'Aïr, dont la date en fait est aujourd'hui calquée sur le calendrier égérien. Donc on fête le Bianou, mais qui n'est plus du tout au printemps. Mais en pratique, il y a encore un autre cycle annuel et donc un autre nouvel an qui est en lien cette fois-ci avec la saisonnalité. Donc de fait, on a 4 calendriers avec celui climatique et donc 5 nouvel an. Donc il y a une forme de multiplicité de calendrier qui est tout à fait étonnant. Justement, et là je passe au temps rond de Gallet qui analyse le cycle annuel des saisons. Chez les Touaregs que j'ai analysé, qui se situe au sud du Sahara ou au nord du Sahel, dans l'Aïr, le cycle annuel des saisons débute avec l'arrivée des pluies. Là aussi, c'est difficile de s'y retrouver. Certains vont plutôt indiquer que c'est au moment du solstice, au moment des premières pluies. Par exemple, les Touaregs maliens étudiés par Jean Gallet. Alors que chez les Touaregs dans l'Aïr, ça serait plusieurs semaines plus tard, lorsque la saison des pluies est définitivement installée, avec les premières, au moment où se produisent justement les fortes pluies d'hivernage, au cœur de l'hivernage, au cœur de la saison des pluies. D'ailleurs, on le voit par des termes, mais je ne rentre pas dans ces détails-là, qui sont des termes qui permettent à la fois de désigner la saison des pluies et les années. Il y a quatre grandes saisons chez les Kelewé, chez la tribu que j'ai analysée au nord du Niger. Il y a la saison des pluies. Alors, en français d'Afrique, on décrit surtout cette saison des pluies par le terme d'hivernage. Alors, hivernage qui est un terme probablement ancien, lié au langage des marins, qui passent l'hiver à terre. Mais pourquoi ça désigne la saison des pluies? Il y a peut-être une histoire à creuser, mais je n'ai pas trouvé la réponse, mais ça me semble aussi un peu étonnant. En tout cas, il y a cette saison des pluies qui est désignée par plusieurs termes, mais c'est des termes qui désignent aussi en fait les herbes fraîches, les herbes nouvelles qui poussent après ces pluies. Ensuite, il y a ce qu'on peut qualifier d'automne, qui est la saison qui est marquée par l'assèchement. Et ça désigne d'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé pour décrire cette saison, ça décrit aussi les herbes qui sont séchées. Troisième saison, c'est ce qu'on peut qualifier d'hiver, et qui est, étymologiquement, qui est marqué par le fait d'être figé, d'être gelé. Donc c'est la saison froide. Et quatrième et dernière saison, qu'on peut qualifier pourquoi pas d'été, c'est la saison qui est marquée surtout par la sécheresse et par la chaleur. Donc vous voyez, les deux premières saisons sont qualifiées par les plantes humides et sèches. Donc là, on voit bien que ce calendrier des saisons est marqué par le calendrier pastoral, en fait, qui prime. Et les deux autres, par contre, c'est plus sur l'excès de froid ou de chaud. J'insiste aussi sur un point, c'est qu'il n'y a pas de durée équivalente entre les saisons. La saison, par exemple, sèche chaude est beaucoup plus développée que l'automne, par exemple. Donc il n'y a pas d'équivalence de durée. Autre aspect aussi sur lequel on peut insister, qui complique encore les choses, c'est qu'il y a aussi des périodes de transition. Et donc il y a des termes qui désignent les petites phases de transition entre les 4 grandes saisons. Et j'attire juste votre attention sur la période de transition entre l'hiver et l'été, qui est désignée en tamashek par tafescu. Et vous allez voir que certains disent que c'est peut-être issu d'un vieux mot latin de Pâques. Et c'est utilisé comme une vraie saison à part entière dans le Hogar. Donc là, on se situe dans le Sahara du Nord. Et vous verrez pourquoi.
Ensuite, il y a aussi des découpages internes à chaque saison. Et ce découpage interne peut être très précis, peut être sur 40 jours ou d'une vingtaine de jours. C'est par exemple l'hiver, hein, est découpé en hiver noir, puis nuit noire, puis nuit blanche, puis hiver blanc, d'une vingtaine de jours. Et alors chacune est associée aussi à un aspect, une dimension faste ou néfaste. Donc on ne commencera pas un voyage ou un parcours de transhumance, par exemple, dans une période néfaste. Donc on choisit évidemment la mobilité et le rythme pastoral en fonction de ces périodes fastes ou néfastes. Autre aspect, c'est que tous ces changements de saison, mais aussi d'intersaison, sont annoncés, sont étudiés, sont observés, notamment en observant évidemment le ciel. L'apparition, par exemple, dans le ciel au crépuscule d'une étoile, ou au contraire à l'aube, avant l'arrivée du jour d'une étoile, la position des étoiles les unes par rapport à les autres, etc. Tout ça, ça annonce des saisons. De la même façon, les vents dominants, aussi, l'inversion de la direction des vents dominants ou des types de vents, un vent sec ou un vent humide, par exemple, tout ça, ça définit et ça permet de découper les saisons et les intersaisons. Vous voyez, les étoiles et le vent sont essentiels au découpage du temps, mais aussi, comme je pense que ça c'est plus connu, évidemment, ça permet aussi l'orientation. Les caravaniers, quand ils traversent un désert, ils s'orientent avec les étoiles, qui peuvent indiquer un cap, mais aussi avec les vents dominants, parce que les vents dominants, ça indique une direction, ça modèle aussi les dunes, par exemple, et des ondulations sur le relief, et ça permet de donner des directions. Donc il y a des mêmes observations qui sont faites du milieu, une attention au milieu très important, à la fois pour le repérage dans le temps et dans l'espace. Mais c'est même pareil pour les ombres, par exemple. Les ombres, comme vous le savez, ça permet de faire des cadrans solaires. Donc on peut trouver une heure dans la journée grâce aux ombres. Mais aussi, ça permet de donner des directions. Par exemple, les caravaniers, quand ils traversent le désert, ils s'orientent, me dit-on, c'est difficile à comprendre, mais avec l'ombre de l'oreille du dromadaire sur lequel ils sont assis. Donc, vous voyez, même repérage aussi dans le temps et dans l'espace. Et puis, je conclurai sur le fait qu'aujourd'hui, c'est impossible d'être exhaustif sur ce calendrier des saisons. Hein. Les découpages, en fait, ils dépendent des régions et des groupes. Ils s'hybrident aussi avec les autres calendriers. Donc, sans tradition écrite et savante, il est impossible aujourd'hui de fixer des dates précises à tous ces calendriers. On remarque quand même qu'il y a une forte dimension pastorale, à laquelle aussi s'ajoute une fonction commerciale, notamment liée aux caravanes, et puis depuis peu avec la sédentarisation aussi, avec le calendrier agricole. Voilà, je voudrais revenir quand même justement sur ce rythme de saisonnalité à 4 temps, qui est un peu surprenant, mais pas tant que ça, puisque en fait c'est commun aux anciens calendriers berbères, je l'ai dit, que l'on a pu reconstituer. Et ce qui est intéressant à faire, c'est de comparer les calendriers des groupes Touareg en fonction de la latitude. Donc là, vous avez le calendrier agropastoral des Touaregs du Hogar, analysé par un anthropologue des années 50-60 qui s'appelle Marceau Gast. Alors, le Hogar, hein, c'est au sud algérien, donc c'est déjà, on est vraiment au cœur du désert et avec une petite influence méditerranéenne, mais très peu. Et en tout cas, c'est d'autres latitudes que le calendrier agropastoral de l'Aïr que moi j'ai reconstitué et qui est influencé par les moussons estivales. Ce qui fait qu'il y a des décalages entre les noms et entre les saisons en fonction donc de cette adaptation à la position astronomique et donc au milieu. Ce qui fait que chez les Touaregs qui sont implantés au sud du Sahara, au Sahel, le printemps a disparu. Et par contre, l'hivernage, qui est absent chez les Touaregs du Hogar, parce qu'il n'y a pas de mousson estival, l'hivernage est apparu. Et donc ça peut expliquer les différences entre les deux, et l'adaptation des deux calendriers. Donc vous voyez, là, le découpage du temps est adapté au nouvel espace. Puisque les Touaregs, ça fait maintenant plus d'un millénaire que les Touaregs habitent dans l'Aïr, mais en tout cas, le calendrier s'est adapté aux latitudes subtropicales où les Touaregs se sont implantés. Et on le voit aussi par rapport aux fêtes estivales dont je parlais, qui étaient au printemps et qui sont devenues estivales, parce que c'est la période faste à ce moment-là. Donc il faudrait, je pense, il y aura tout un travail à faire de comparaison des calendriers qui sont, à mon sens, intéressants. Et puis donc j'évoquais le calendrier aussi des mouvements caravaniers, les calendriers commerciaux, qui obéit lui aussi à un cycle annuel.
Là, j'utilise une carte dressée par Alain Morel, hein, qui montre ce cycle des caravanes qui est attaché aussi au cycle des saisons. Et si, je- j'insiste juste sur ce point, si les Callaway disent que c'est fin octobre que le début de l'année commence, c'est probablement une adaptation à ce calendrier commercial. Pourquoi? Parce que bon, il y a deux grands parcours, hein. Donc l'Aïr, la région que j'ai évoquée, se situe ici au nord du Niger, c'est une région montagneuse, au nord d'Agadez. Et donc il y a d'abord le parcours caravanier qui traverse le Ténéré et qui va chercher les dattes et le sel, puis ils reviennent dans l'Aïr, ils passent quelques jours, et ensuite ils vont une grande partie de l'année, en fait, hiver et été, jusqu'au jusqu'au Nigeria, et ils reviennent qu'avec l'arrivée des pluies, fin juin, dans l'Aïr. Vous voyez, donc c'est un cycle caravanier qui est avec une forme de répétition dans l'année et une adaptation au rythme des saisons. Je n'approfondis pas plus, mais je voudrais revenir sur en fait un rythme que l'on peut simplifier à l'extrême en parlant en fait d'une variation qui est saisonnière, qui en fait peut être résumée à deux saisons, à deux phases uniquement. Et c'est ce que a montré l'étude classique, hein, de Marcel Mauss, lorsqu'il a traité, hein, de la morphologie sociale double des Inuits. Alors là, on est dans les hautes latitudes, hein, au Groenland, au Canada. Donc c'est vraiment très loin du Sahara. Mais certains ont pu généraliser en disant que ben, les résultats de Marcel Mauss, on peut les généraliser en fait aux hautes latitudes, mais aussi aux latitudes tropicales. Sauf que là, l'opposition, elle se joue pas tant sur hiver-été que sur hivernage et puis saison sèche, et très longue saison sèche. Donc en pratique, en fait, il y a une opposition entre une très courte saison des pluies et une très longue saison sèche. Ce qui crée un rythme, en fait, fondamentalement binaire, qui fait alterner, du point de vue peut-être la plus culturelle, dans la représentation du temps, ça fait alterner une période d'abondance face à une période de pénurie, période faste, néfaste, de concentration des populations et de dispersion, de réjouissance, c'est pendant l'hivernage, la saison des pluies, où il y a par exemple les mariages, où il y a beaucoup de fêtes, qui s'oppose à l'isolement, par exemple, et la dispersion, le fractionnement des groupes pendant la saison sèche. Il y a une saison aussi de stabilité, au contraire de mobilité. Vous voyez, on peut même résumer simplement à deux saisons, avec cette classification. Et donc, cette morphologie double, qui est très simple, a été le modèle d'analyse qui s'est complexifié dans la géographie classique, où il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé d'affiner en mettant en évidence des rythmes migratoires. Et donc, il y a toute une classification du nomadisme, à partir des formes aussi de transition, d'évolution, depuis les purs nomades jusqu'aux semi-nomades ou semi-sédentaires. Et là, la notion de rythme, elle intervient, même si elle n'est pas du tout théorisée chez ces géographes-là. Les critères principaux, c'est la longueur de déplacement, les distances parcourues, la durée, la régularité de migration. Et donc, on évoque, hein, notamment dans l'ouvrage classique, par exemple, de Depanol et Rognon, ils opposent les nomades à migration apériodique, sans rythme précis, irrégulier, sans répartition saisonnière. Et là, le modèle, c'est les Régibats, dont je reparlerai, qui sont des grands nomades qu'on qualifie aujourd'hui de Sahraouis, dans les grands airs. Et puis, les, euh, il y a les nomades qui sont avec des migrations régulières, saisonnières, et qui ont donc un rythme qui est relativement pérenne, un rythme toujours recommencé dans l'année. Donc ça, ce sont les nomades à migration saisonnière qui sont déclinés aussi sous différentes formes, hein, ça peut être transhumant ou autre, etc. Vous voyez, et là je cite Edmond Bernus, on peut dire que le calendrier climatique, notamment au Sahel, c'est un rythme toujours recommencé à partir des pluies estivales, qui est la période qui décide de tout pour le reste de l'année. En tout cas, il y a une forme d'ordre immuable, d'éternel retour, où se succèdent, hein, l'humide, au sec, au froid et au chaud. Je ferai, euh, je ferai vite, mais je pourrais prendre aussi l'exemple d'Edmond Bernus, qui est un géographe qui a analysé dans le détail ces déplacements lors d'un cycle annuel. Et là, il a quasiment suivi des groupes en déplacement jour par jour. Et il montre leur cycle
de déplacement et de balancement des saisons. Et alors, je retiens juste une définition qui me semble intéressante. Il dit que, en fait, le calendrier d'une année sur l'autre, il bouge pas, quasiment. Enfin, en tout cas, et leur objectif, c'est que d'essayer d'être dans la routine, d'être dans la répétition. Mais en fait, ça se passe jamais comme prévu, parce qu'il y a toujours des accidents, il y a toujours des imprévus. Et donc là, je le cite, hein, l'itinéraire de la nomadisation estivale est presque immuable, lié au balancement des saisons. Mais à ces mouvements généraux, aux habitudes précises, presque casanières, il faut ajouter un nomadisme de détail plus anarchique, au rythme imprévisible, qui n'apparaît qu'à la suite d'une longue observation. Et donc là, l'échelle d'analyse est primordiale. Et donc il suffit qu'il y ait une première pluie retardée ou plus précoce, une pluie localisée, une mare encore en eau, et tout ça, ça fait dévier le parcours, et ça fait dévier de la temporalité qui est jugée immuable, sans une observation fine à l'échelle du campement. Il dit aussi que ce sont des variations sur un thème bien connu, et qui peut être, ces variations, ça peut être même à l'échelle d'une famille. Pour essayer d'amortir au maximum les imprévus, dans le cadre de déplacement, on envoie des éclaireurs, par exemple, des jeunes avec des chameaux. On se renseigne aussi auprès de voyageurs qui sont rencontrés sur l'état des points d'eau, sur l'état des pâturages. Donc on essaye évidemment de résoudre au maximum ces imprévus, parce que ces imprévus qui peuvent être fatals parfois. Donc en tout cas, il y a deux grands types de mouvements. Il y a les mouvements réguliers et puis il y a les mouvements accidentels, qui sont liés à une adaptation en fonction des circonstances. Donc au cœur du temps rond, si on revient sur l'expression de Jean Gallet, du cycle annuel, c'est la répétition. C'est les mêmes espaces qui sont fréquentés au même moment, avec les mêmes fractionnements ou concentrations des groupes ou des animaux dans l'année. Ça, ce sont les années normales, mais c'est-à-dire que c'est des années moyennes qui n'arrivent jamais, puisqu'il y a toujours des variations en fonction des sécheresses, des pluies qui arrivent trop tôt, trop tard, en fonction des conflits qui interdisent l'accès à certains pâturages, en fonction de la dégradation des termes de l'échange, de l'inflation, on peut moins vendre de dromadaires, etc. Et c'est là donc où intervient, quand il y a accident, c'est là où intervient sans doute le temps linéaire, celui des événements, des surprises, et non pas de la répétition. Et là, la mémoire du passé de nomade s'inscrit dans un autre calendrier, un calendrier linéaire, année par année, dans lequel chaque année possède le nom de l'événement qui l'a marqué. Et donc, traditionnellement, les Touaregs retenaient, et c'était connu quasiment par tout le monde, hein, une liste de noms que l'on mémorisait par cœur et qui tenaient lieu de mémoire historique. Alors, mémoire historique locale, parce qu'évidemment, chaque groupe, chaque tribu, chaque fraction même avait une liste différente. Il n'y a pas de mémoire historique unifiée. Donc là encore, il y a des calendriers multiples, emboîtés, et ce qui fait que parfois, rien qu'à l'échelle individuelle, on n'obtiendra pas les mêmes noms en fonction de l'expérience de chacun. Donc il y a une poignée de chercheurs dans les années, c'est souvent des années 50 ou 60, dans une série d'articles intitulés Chronologie et nomadisme, qui ont recensé, qui ont fait des listes de toutes ces années et qui me semblent très, très intéressants à analyser. D'abord, on remarque que chez les éleveurs nomades, les faits marquants sont souvent liés à des événements extraordinaires de la vie pastorale, des calamités, des sécheresses, des manques de pâturage, des épizooties, l'arrivée de rongeurs ou de sauterelles, par exemple. Et souvent, en fait, on va aussi désigner par le nom d'une vallée ou d'un puits, là où le groupe s'est réfugié pour trouver de l'eau, ou alors parce qu'on était en période de sécheresse, et donc on a fait un stationnement plus durable que d'habitude dans cette vallée, parce qu'il y avait de l'eau, parce qu'il y avait des pâturages. Par contre, quand il y a une année faste, les bonnes années de pluie ou de pâturage abondant, là aussi, on va l'indiquer à partir de plantes que l'on a trouvées, par exemple, en abondance cette année-là, ou alors on va dire l'année de tel puits ou de telle vallée où les conditions étaient optimum et où on a pu stationner beaucoup plus longtemps. Alors il y a d'autres événements aussi plus accidentels, le thème de la guerre, des razzias évidemment, qui était très important, le nom d'une vallée où a eu lieu tel combat. Et au final, pardon, j'étais en train de regarder autre chose, on voit que très majoritairement, c'est par l'espace et la toponymie que l'on donne le nom d'une année.
Là encore, le temps et l'espace sont vraiment liés. Lorsque l'on sort du temps long, ce sont les accidents qui permettent de mémoriser les années par ce qui sort de la répétition. Et les auteurs en question que j'ai évoqués ont fait des cartes grâce au nom des vallées ou des puits qui sont indiqués pour donner le nom à ces vallées, et ça permet vous voyez, de faire une carte de nomadisation. Donc c'est la carte du temps, enfin pardon, c'est la liste du temps qui permet de faire une carte géographique. Vous voyez. Mais on peut analyser aussi des récurrences de plus longue durée, des sortes de constantes géohistoriques, voire même des cycles qui seraient le moteur de l'histoire pour les nomades. Donc, je ne vais pas vous faire un catalogue des théories à ce sujet. Je voudrais notamment l'opposition nomade-sédentaire, qui est un lieu commun plutôt du temps linéaire, hein, de l'évolutionnisme, des stades d'évolution, du remplacement d'utilisation par les autres. Mais je vais plutôt insister sur l'opposition qu'il y a entre pouvoir nomade et pouvoir étatique. En tout cas, ça a été, là encore, théorisé depuis très longtemps. Avec une vision très souvent cyclique, d'ailleurs, de ces formes d'opposition complémentaires entre pouvoir nomade et pouvoir de l'État. Euh, Par exemple, Hérodote, donc le géographe et historien de l'Antiquité, là je m'appuie sur les travaux de François Hartog. Ce qui est intéressant dans son récit, c'est qu'il se distingue d'une dévalorisation systématique du nomadisme par les Grecs de l'Antiquité, où les nomades sont définis que par leur manque, leurs insuffisances, sans agriculture, sans hôtel propriés, sans palais, sans ville, sans État, etc. En fait, Hérodote, quand il évoque notamment les Scythes, donc la tribu scythe de l'actuelle Ukraine, euh, il nous dit que c'est, d'après d'ailleurs la mémoire des Scythes, que en fait, s'ils sont nomades, c'est un choix volontaire, parce qu'ils étaient sédentaires autrefois. Et donc c'est à la suite d'une défaite face aux Thraces qu'ils ont décidé d'être nomades pour être invincibles, nous dit Hérodote. Donc il montre comment le nomadisme en fait est plutôt une stratégie militaire d'inaccessibilité, d'investibilité. Et il met en scène une opposition entre nomades et sédentaires à travers le récit de l'invasion des Scythes par l'Empire perse, conduit par Darius. Et la conquête de Darius du territoire scythe est un échec complet, tout simplement parce que les Perses ne savent pas où aller. Ils n'ont aucune cible militaire parce qu'il n'y a rien à conquérir. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas de ville à détruire, etc. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'affrontement, puisque les nomades, comme à leur habitude, continuent d'être mobiles et donc à fuir pour les sédentaires à leur approche. Et donc, Hérodote est même admiratif de la stratégie scythe que les Grecs imiteront par la mobilité en mer dans des combats navals, par exemple. Vous voyez, le nomadisme est ici compris comme une façon d'être autonome et de résistance face aux États. L'autre auteur aussi très connu, hein, qui est beaucoup analysé, hein, c'est Ibn Khaldoun, qui est lui aussi relativement admiratif des tribus bédouines et qui montre la supériorité des nomades qu'il attribue notamment à la sabia, hein, l'esprit de corps, la solidarité. Mais il n'oppose pas de façon binaire nomade et sédentaire, puisqu'il montre des passages de l'un à l'autre, hein, comme Hérodote, mais il a une vision dynamique. Les Bédouins, c'est pas que les nomades, c'est aussi les agriculteurs, les paysans. Et quand il évoque les sédentaires, en fait, c'est plutôt le pouvoir urbain et les dynasties au pouvoir qui règnent dans leur capitale. Et il met en avant, beaucoup plus qu'Hérodote, une vision cyclique de l'histoire, un cycle de 2-3 générations, environ 40-50 ans, qui montre que les Bédouins finissent par renverser une dynastie urbaine, se mettent à la place de cette dynastie, et puis ils finissent par perdre leur qualité initiale qui faisait leur force, la sabia, la supériorité physique et mentale, de corps et d'esprit. Donc ils s'amollissent, ils s'adonnent au luxe et à la lecture, et ils finissent à leur tour, en 2-3 générations, par être renversés par une autre tribu bédouine qui les remplace, et ainsi de suite. Donc, cette théorie sera souvent reprise hein, par des auteurs plus récents au XXe siècle, notamment René Grosset, L'Empire des steppes, ou Owen Latimore, hein, sur, euh, sur les steppes mongoles notamment. Mais ce qui est intéressant, là encore, c'est que les nomades, en fait, sont issus de communautés agro-pastorales, aux marges des États, qui se sont constituées au même moment que les États. C'est ce qu'essaye de montrer Latimore, par exemple. Donc, ce n'est pas un stade d'évolution, mais c'est une coémergence, une relation symbiotique entre les deux.
Ces idées-là aussi sont reprises, par exemple, dans l'ouvrage de Mille Plateaux, bien connu de Deleuze et Guattari. Il y a tout un traité de nomadologie où il donne les nomades, ça leur permet de donner aussi une vision critique de l'État et en insistant sur les agencements, les connexions avec les milieux des nomades, de l'espace lisse, ce que j'ai évoqué. Mais il montre aussi que la machine de guerre est captée, la captation des flux par les États cherche à réduire le multiple hétérogène des nomades. Mais il y a aussi du nomade dans l'État et inversement, et de l'État dans les nomades. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme, là encore, de déconstruction de l'opposition nomade-sédentaire. Et jusqu'à pouvoir peut-être dire que les nomades sont peut-être mieux adaptés pour un monde fluide, marqué par la vitesse, etc. J'incite, je finis aussi, il y a d'autres auteurs, Klaas Scott par exemple, qui sont plutôt des tenants qui se qualifient d'anarchistes, de la pensée anarchiste, et qui ont toute une théorisation sur le fait que les nomades auraient refusé l'État et qu'ils sont prémunis par différentes structures sociales et politiques ou par aussi même les lieux où ils habitent. Puisque montre Scott, avec l'invention des terres de l'Asie, ce qui est de Zomia. Mais je ne développerai pas plus parce que je crois que je fais souvent un peu trop dépassé. Alors, chez les géographes aussi, les géographes ont essayé de penser ces rythmes géohistoriques dans la longue durée. Et le travail précurseur, qui est parfois cité, mais en fait qui est très peu connu, et qui est assez ancien, c'est celui de Théodore Monod, le naturaliste très bien connu, qui en 1968 a fourni un texte où il évoque le Sahara sous la forme euh, d'un modèle en ce qu'il appelle des fuseaux nomades méridiens. Donc c'est un travail pionnier de modélisation de l'espace, bien avant que ce courant soit dominant en géographie dans les années 80, notamment 70, 80, 90. En insistant sur le fait que le Sahara est une interface entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne du Sahel. Donc son idée, c'est que l'espace saharien est structuré de fuseaux nomades, de couloirs méridiens qui sont des axes d'échange qui sont parcourus par les caravanes et peuplés chacun par un groupe nomade en particulier qui s'accroche souvent sur un massif montagneux. Là, comme le temps cyclique, ici, il y a une forme d'espace qui est rythmé avec cette alternance entre des fuseaux qui sont pleins et des fuseaux qui sont vides. Donc les fuseaux pleins, c'est les fuseaux dits positifs, H chiffre pair, et les fuseaux vides, les fuseaux négatifs, H chiffre impair. Et puis, à ces fuseaux s'ajoutent aussi évidemment des villes, des oasis, qui sont à la fois cause et conséquence des échanges caravaniers. Alors ce modèle, il peut paraître a priori atemporel, et donc c'est le problème de la carte. Et donc d'autres auteurs ont rajouté des éléments d'apparition, de développement, ou parfois de disparition de pistes caravanières, de villes, d'oasis, qui sont interdépendantes. Et on comprend bien aussi qu'il y a des formes de hiérarchisation entre ces lieux et ces pistes. L'abandon d'une piste, la ruine d'une tête de pont, peut désorganiser tout le fuseau. Et c'est ce qui s'est produit plusieurs fois, mais faute de sources historiques, c'est parfois un peu difficile à reconstruire. Denis Retailleau a voulu lui aussi actualiser le modèle en y ajoutant la mise en valeur coloniale, puis les projets de développement, qui ont mis en place des conditions de structuration de l'espace plutôt latitudinales, en fonction des latitudes et beaucoup moins en fonction des longitudes méridiennes. Et notamment, l'imposition des frontières coloniales a bloqué ces fuseaux, ça c'est bien connu, les formes de pouvoir des États qui ont bloqué ces formes de circulation, et essentiellement méridiennes. Surtout avec la découverte des gisements des ressources minérales et pétrolières, où là, le Sahara a perdu sa fonction de jonction de structuration méridienne. Pour ma part aussi, j'ai essayé de faire fonctionner ce modèle grâce à des sources que l'on peut trouver avec les explorateurs au XIXe siècle. Et j'ai étudié notamment une ville qui s'appelle Zinder, qui est la deuxième ville du Niger, au sud-est du Niger, vous voyez, qui est sur la carte ici, qui a été créée au XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe, grâce aux échanges caravaniers. Pourquoi l'apparition de cette ville? C'est tout simplement qu'elle est liée au détournement d'une piste. La piste principale était à Katsina, mais comme il y a eu le djihad d'Ousmane Dan Fodio, Katsina a été ruinée, et donc c'est Kano qui a pris la relève, et Zinder a été créé pour faire un relais
sur cette grande piste qui a été détournée beaucoup plus vers l'est. Donc, on voit que cette réorganisation du fuseau a conduit à la création d'une ville, mais là où je voulais aller un peu plus loin, c'est que ces villes qui sont essentiellement en fait liées à ces mouvements caravaniers ont des morphologies, des formes très spécifiques. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans un article qui va apparaître avec un collègue nigérien, Abdoulaye Adamou. C'est que dans les villes sahéliennes, en fait, les historiens et archéologues ont été souvent surpris par le fait qu'il y ait des villes doubles, qu'il y ait deux villes. La ville du pouvoir sahélien, noir entre guillemets, et puis la ville des commerçants. Des commerçants souvent issus de communautés de la diaspora commerciale d'Afrique du Nord ou alors de Touareg. Les villes du pouvoir sédentaire étaient encloses. Là, on voit une photo des murailles du Birni, donc ça, c'est les villes encloses du Sahel, qui s'oppose à ce que les Touaregs appellent, et les Haoussa, ils appellent le Zango. Zango, ça désigne un campement. Et vous voyez, sur la carte de Barth, l'explorateur Barth, il y avait 3 petits campements des caravaniers. Ces 3 petits campements des caravaniers, donc là, vous voyez des noyaux multiples. On finit par en fait se réunir pour créer un quartier ou même une ville homogène, unique. C'est le fameux Zango, qui s'oppose à la ville enclose, le Berni. Et vous voyez, à l'arrivée de la colonisation en 1900, là, Zinder, c'était une ville double. Sauf que, et aujourd'hui, avec l'évolution de la ville, notamment, ça a été il y a une capitale éphémère de la colonie du Niger, et les structures ont été, par le pouvoir colonial, ont été créées entre les deux villes. Ce qui fait que la ville, progressivement, surtout à partir des années pendant la colonisation, mais des années 80, il y a eu une continuité urbaine et c'est devenu une seule ville, avec aussi des enjeux politiques qui maintiennent cette dualité. Vous voyez que là, les rythmes urbains se comprennent à l'aune du mouvement caravanier qui les a fait naître. Ça explique cette morphologie qui évolue en fonction de cette dynamique commerciale et démographique de la ville, avec des villes multiples, binaires et unitaires maintenant. Tiens, je ne sais pas si je suis trop long, si j'ai encore un peu de temps, parce que je n'ai pas évoqué la ruée vers l'or. Je vais, je vais continuer donc sur le deuxième aspect que je voulais développer, sur mes recherches qui s'intéressent donc à l'exploitation de l'or qui s'est beaucoup développée ces dernières années, toujours au Sahara. Alors, la ruée vers l'or, on en discutait avant le début de l'exposé, convoque tout un imaginaire qui est très connu, et donc je risque un peu de passer à vos yeux pour un grand enfant qui a été marqué par les westerns dans son enfance, puisque ça convoque tout un imaginaire littéraire et cinématographique. D'ailleurs, cette notion de ruée est aujourd'hui à la mode, ruée vers l'or, mais aussi il y a tous les dérivés, ruée vers l'or noir, vers l'or blanc, vers l'or violet, vers l'or vert, vers l'or rouge, etc. Alors si on pense à la ruée vers l'or, on a tout de suite aussi la référence par rapport à la ruée emblématique, historique emblématique, c'est la Californie, qui est la première grande ruée moderne à partir de 1848. Alors, il y a toute une dimension aussi romantique qui est associée aujourd'hui, de confrontation avec un milieu difficile, avec la wilderness, avec une forme d'adversité, mais aussi de solidarité. Et vous voyez, dans l'imaginaire que l'on retient, souvent la ruée vers l'or, c'est un homme seul, d'ailleurs plutôt avec la barbe, plutôt âgé, avec sa mule et sa bâtée. Mais en fait, c'est assez surprenant, mais si vous regardez les westerns, c'est dans le contexte de la ruée vers l'or, mais on ne voit pas. On ne voit pas l'organisation technique, on ne voit pas la production, et on restreint souvent la ruée vers l'or à un seul individu qui cherche tout seul en vain, qui tombe sur le pactole. Mais il ne faut pas oublier que la ruée, et puis il y a aussi l'autre ruée emblématique qui est la dernière, la plus tardive, en tout cas les ruées modernes, c'est celle du Klondike au Canada et à Alaska. Et puis là aussi, la confrontation avec un milieu différent, mais tout aussi extrême, un milieu arctique. Et puis là aussi, on doit à des auteurs très connus son succès, Charlie Chaplin et Jack London, évidemment, qui a participé. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que très rapidement, la ruée, c'est avant tout une réorganisation du capitalisme industriel. C'est des moyens techniques et financiers qui sont devenus très vite considérables et qui a mené à la destruction de l'environnement. Par exemple, en Californie, très rapidement, on a inventé
Euh, ces gens Sao qui, qui ont détruit toutes les vallées pour des phénomènes aussi de contamination au mercure, par exemple, qui sont quasi irréversibles. Et puis, et aussi, ça convoque l'imaginaire de l'avancée de la civilisation progressive. Hein. C'est hors la loi, puis ensuite, il y a la loi qui arrive, et puis il y a la ville qui arrive. Donc, cet imaginaire des villes champignons. Mais dans les villes champignons, on voit jamais aussi hein, les ateliers, les machines, alors que c'est très important pour le traitement du minerai. Et puis, aujourd'hui, c'est l'imaginaire aussi des villes font-femmes, qui sont aujourd'hui, très souvent d'ailleurs, deviennent des ressources touristiques. Donc, alors, le, le danger qu'il y a à utiliser cette expression, c'est le risque de ne pas être pris au sérieux, d'être anachronique aussi, puisque là, je vous ai montré des ruées historiques hein, du 19e siècle. Et puis aussi, l'autre risque, c'est de véhiculer un imaginaire qui fausse une appréhension plus juste du phénomène. En tout cas, de ce que, lié à mes observations que je peux faire aujourd'hui. Donc, il y a une difficulté hein, à définir par le terme de ruée vers l'or ce que mon objet de recherche. Donc là, je vais essayer de vous montrer surtout, ça c'était le premier point, et le deuxième point, c'est de vous montrer comment la dimension peut-être du rythme m'a permis de trouver une grille d'analyse en l'articulant avec différentes échelles de temps et d'espace. Alors, je voudrais d'abord revenir au début, à partir des photos là, que je projette. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'or au Sahara. Donc, j'ai vu passer ces photos qui circulaient sur les réseaux sociaux en 2014 au nord du Niger. Et comme tout le monde, évidemment, on se pose la question de la véracité de ces images, si des montages, des rumeurs. D'autant que je le dis en passant, mais c'est qu'il n'y a jamais eu historiquement d'exploitation de l'or au Sahara. Il y a eu des indices qui ont été découverts par les géologues à l'époque coloniale, mais rien de très concret. Les fameux gisements d'Afrique de l'Ouest exploités historiquement hein, sont bien plus au sud, donc les gisements de bambou, bourré, etc. Et puis il faut mettre à part quand même la Nubie, donc l'actuel sud d'Égypte, nord du Soudan, où on trouve hein, les plus anciennes mines d'or au monde, il y a plus de 5000 ans, entre le Nil et la mer Rouge. Je passe. Donc pour enquêter et pour confirmer ou pas la présence de ce développement sans précédent et brusque, inattendu de l'exploitation de l'or, j'ai mis en place des méthodologies d'enquête quand ce n'était pas possible de pouvoir aller sur place, en travaillant avec des informateurs privilégiés qui ont confirmé hein, très vite les découvertes. Et puis, et d'ailleurs, vous allez voir que les photos, ce sont issues de mes informateurs et qui sont des amis et qui peuvent, pour certains, venir en France de temps en temps. Et aussi en utilisant les images satellites, qui sont aujourd'hui en accès libre et gratuit de haute résolution. Et ça permet, je vais montrer, de changer aussi d'échelle d'analyse, à la fois de temps et d'espace. Donc l'idée, c'était de mettre éventuellement de l'ordre derrière l'aspect qui pouvait être désordonné, chaotique, et des différentes découvertes successives d'or. En 2014, quasiment tous les mois, il y avait un nouveau gisement qui était découvert avec un afflux. Aussi, la question qui se posait, c'est comment s'organiser ou s'auto-organiser les orpailleurs en dehors de toute intervention publique, parce qu'en dehors au-delà du qualificatif d'anarchie hein, qu'on donne souvent à l'orpaillage, à la gestion de l'orpaillage, les pouvoirs publics ont été très vite déplacés. Donc l'idée, c'était de comprendre comment ça s'organisait, parce qu'il y a toute une logistique qu'il y a derrière. Donc le déclic, pour moi, était de varier les échelles d'analyse et de prendre au sérieux la notion de ruée vers l'or. Et c'est ce que j'essaie de faire dans les premiers articles. Justement, peut-être le problème que j'ai eu avec mes collègues qui s'intéressaient aussi à cette question, j'ai eu des débats avec eux et j'ai fait des publications communes et ils ont nettement refusé de mettre le terme de ruée vers l'or, ruée au singulier, hein, dans le titre ou même dans le corps de l'article. Certains ont refusé par le fait qu'ils préféraient utiliser le pluriel, de parler de ruée au pluriel, puisqu'il y a une succession de découvertes et d'afflux. Peut-être pour mieux marquer que c'est un phénomène étendu, mais aussi un peu bref, désordonné, et peut-être aussi sans lendemain. Ou alors j'ai d'autres collègues qui ont plutôt refusé parce que peut-être que ce terme est trop connoté médiatiquement, qu'il véhicule l'imaginaire que j'ai évoqué, pas sérieux, qui est anachronique.
mais aussi parce qu'ils refusaient de reconnaître une quelconque spécificité à ce qui s'était passé, à la fois par l'ampleur et par le côté inédit. Puisque bah, des collègues travaillaient déjà sur l'orpaillage dans d'autres pays d'Afrique. Donc pour eux, ça n'avait pas forcément euh, des caractéristiques inédites. Donc c'était plutôt la résurgence cyclique de phénomènes très anciens et connus en Afrique et qui peut s'expliquer par des paramètres économiques globaux, notamment la hausse sans précédent du cours de l'or et des ressources minérales ces dernières années. Le cours de l'or a décuplé en 20 ans et ça continue. Donc la plupart des collègues ont préféré utiliser, et tous ceux qui travaillent d'ailleurs sur l'exploitation de l'or, utilisent plutôt le terme de boom minier, alors que le terme de boom, à mon sens, c'est aussi métaphorique et non défini que le terme de heureux, mais en tout cas, là où ça bloquait, c'était le fait que ces collègues n'admettaient pas une unicité du phénomène et son caractère inédit. Donc, j'ai évidemment cherché à montrer cela, parce qu'à cause de mon esprit de contradiction. Et donc, pour cela, j'ai changé d'échelle pour avoir une vue plus globale et de plus longue durée. Et effectivement, j'ai pu mettre de la continuité temporelle et de l'ordre spatial à ce qui paraissait comme confus ou chaotique, ou alors comme banal. À l'aide d'un cartographe, Adrien Brugerolles, j'ai travaillé avec l'aide d'images satellites pour recenser les sites, mais aussi pour les dater, pour dater l'apparition de ces sites. Et je me suis rendu compte que ce qui se passait au Niger, en fait, avait une origine et un passé que l'on pouvait reconstruire. Un exemple, en épluchant d'anciens numéros du Fouilleur Magazine, un magazine spécialisé dans les appareils et détecteurs de métaux, la détection de trésors, donc le journal spécialisé, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une rupture d'approvisionnement mondial des appareils détecteurs, notamment chez le leader du marché qui s'appelle Minelab, qui sont des Australiens, en 2009, notamment à cause de la demande qui provient d'un seul pays, le Soudan. Et cela coïncidait avec mes datations des plus anciens sites découverts de la rue vers l'or au Soudan. Avec la complicité d'amis journalistes, nous avons pu d'ailleurs nous entretenir avec des responsables de la succursale de Minelab à Dubaï, d'où venait la grande majorité de ces appareils détecteurs. Et ils nous ont expliqué qu'ils ont mis sur le marché une nouvelle génération d'appareils à induction pulsée, beaucoup plus adaptés au sol africain pour découvrir les pépites et puis les grains d'or. Ils ont été surpris et dépassés par l'ampleur des ventes en Afrique, ce qui les a conduits à ouvrir une succursale à Dubaï et plus tard dans beaucoup de pays africains. Et ils nous ont raconté aussi comment un ingénieur invité à un congrès en Chine s'est fait pirater son ordinateur en se connectant au réseau Wi-Fi de sa chambre d'hôtel. Et quelques mois plus tard, ils ont dû faire face à une concurrence acharnée avec la sortie d'appareils bon marché venus de Chine, malgré leurs plaintes pour contrefaçon auprès des autorités, etc. Donc, le résultat de mes recherches était de trouver l'origine en Nubie. En fait, qu'est-ce qu'ont fait les premiers orpailleurs soudanais? C'est qu'ils ont été malins, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans les anciennes mines exploitées depuis l'Antiquité ou au Moyen-Âge, dans les déchets de mines anciennes, et ils sont allés chercher avec les appareils de détecteurs. Donc, une nouvelle technologie a permis de récupérer de l'or qui avait été délaissé. Et puis, après, ils ont trouvé évidemment d'autres sites, etc., ce qui fait que le Soudan est devenu un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, alors qu'il n'y avait quasiment pas de production d'or avant. Un des résultats, c'est cette approche cartographique à l'échelle du Sahara, en considérant un pas de temps donc relativement long de quelques années. Et là, on peut bien se rendre compte qu'on a eu affaire à un seul et unique phénomène, c'est la diffusion en 7 ans, et c'est bien 7 ans, d'un vaste front pionnier aurifère qui a traversé l'Afrique, donc depuis la mer Rouge, la Nubie, en 2009, jusqu'en Mauritanie en 2016, où c'est ce que j'ai appelé un vaste front pionnier aurifère, comme ça, qui a balayé l'Afrique, qui a balayé tout le continent. Alors que vous voyez, c'était inextricable à l'échelle locale, ou même nationale, à laquelle souvent les études se restreignent. Si on change de focale, temporelle et spatiale, on se rend compte on a affaire à un seul et même phénomène. On en revient aussi à l'idée du Sahara comme un espace de circulation, mais ici, l'aspect nouveau, c'est que vous voyez bien, c'est que ce n'est pas un fonctionnement méridien, mais un fonctionnement latitudinal. Parce que les orpailleurs, on les retrouve, par exemple, les orpailleurs soudanais, on les retrouve aujourd'hui, ils sont très importants au Tchad, au Niger, au Mali, en Mauritanie. Ça circule. Et c'est aussi une des raisons qui explique que
s'il n'y a pas ces fuseaux méridiens, c'est qu'une grande partie de l'activité en fait est aussi clandestine dans les pays maghrébins, notamment Algérie ou Maroc par exemple, qui répriment l'activité, qui l'interdisent. Donc après avoir mis en lumière ce rythme de propagation générale, il fallait aussi comprendre le rythme d'évolution de la multitude des sites. Et donc dans un second temps d'analyse, j'ai essayé de comparer et pour essayer de fournir une grille d'analyse de l'évolution des sites par des phases communes de la ruée. Même s'il y a des vitesses d'évolution différenciées, ces sites passent par des phases communes. Et là, j'ai utilisé une analogie avec la nébuleuse, avec une nébuleuse astronomique. Ça permet de rendre compte, cette nébuleuse, du fait que l'échelle d'observation est essentielle pour comprendre le phénomène. À grande échelle, c'est une multitude de phénomènes particuliers en interaction avec des rythmes d'évolution différenciés. Mais à petite échelle, c'est un amas unique en expansion, comme la carte le montre. Donc si certains sites croissent rapidement, et certains peuvent être très éphémères, alors que d'autres peuvent perdurer. Certains croissent et se multiplient avec des excroissances. Donc il peut y avoir aussi des hiérarchisations des sites, des polarisations des sites principaux. Par exemple, on nomme souvent les sites en fonction du kilométrage par rapport à un site principal, le site 4 à 4 km, le site 20 à 20 km, le site 40 à 40 km, etc. Certaines régions peuvent être précocement exploitées en avant du front, d'autres le sont tardivement, en arrière, puisque les prospections ne cessent pas. Des sites peuvent disparaître aussi très soudainement, puis réémerger. Ils peuvent disparaître à cause de déguerpissement de la part des autorités, à cause de conflits ou d'épuisement de la ressource. Certains peuvent être mis en stand-by et exploités de façon clandestine la nuit, par exemple, et être à nouveau autorisés. Vous voyez, le phénomène de diffusion est très complexe et chaotique, en fait, à l'échelle locale et dans la courte durée. Donc, il n'y a pas de modèle d'évolution linéaire unifié. Il y a des rythmes différenciés. Mais il passe au moins par 3 phases. Et ces 3 phases qui se succèdent sur des périodes chronologiques bien déterminées, mais seulement pour des sites sur un territoire donné, pas pour tous les sites, je le répète. Et je voudrais finir sur ces 3 phases maintenant, qu'il me reste encore 5 minutes. La première phase, c'est, là je reviens sur les premières photos en 2014 que j'ai eues au nord du Niger, c'est la phase emblématique de la ruée vers l'or en fait. C'est la phase que l'on connaît toutes par la littérature, les westerns, etc. C'est au moment du déclenchement et de l'explosion et de l'afflux massif. C'est la période de la découverte de la première pépite. Il y a toujours le récit de la découverte de la première pépite dans toutes les ruées. C'est aussi la période des rumeurs et de l'attestation par les autorités. Il y a évidemment une médiatisation, une officialisation. Puis après, c'est le règne de l'informel. C'est aussi le fait que l'on peut définir cette phase sur le fait qu'il y a une fièvre de l'or, et puis c'est que la ressource est ouverte à tous. C'est-à-dire que chacun peut exploiter la ressource. Elle est libre, elle est accessible. Donc c'est le règne du premier arrivé, premier servi. L'or appartient à celui qui la trouve. Et donc pourquoi c'est emblématique? Parce que évidemment, chacun peut du jour au lendemain être riche, quelle que soit sa naissance, quels que soient ses capitaux, etc. Donc c'est la phase de prospection des gisements de surface, là en l'occurrence avec les appareils détecteurs de métaux à la recherche de petites pépites. L'exploitation est très mobile et très extensive. L'équipement est léger, peu outillé et demande un investissement initial relativement faible. Tout le monde peut y aller, sauf pour l'appareil détecteur, parce que là, les prix s'envolent très vite. Les orpailleurs s'organisent sous la forme de petites équipes mobiles, autonomes, fondées sur des bases communautaires avec des relations relativement égalitaires. Donc ça, c'est la première phase, relativement démocratique, entre guillemets, de la ruée vers l'or. Donc je vous montre quelques photos où l'auto-organisation avec évidemment les commerçants aussi, des boutiquiers, des sortes de bidons, alors c'est pas des villes champignons, mais des sortes de bidonvilles champignons qui se créent. Et je vous montre les images satellites pour vous montrer à quoi ça ressemble aussi à partir des images satellites. Donc voilà les équipements à partir des gilets, des orpailleurs qui se dans des conditions très difficiles. Et là aussi, ça fait partie de l'imaginaire que l'on a des ruées vers l'or dans des conditions de déplacement, d'accès isolés, dans des régions isolées très compliquées. Donc là, c'était des photos d'Aboubacar Ahmed, avec qui je travaille, un informateur privilégié qui allait sur les sites de Djado en 2014, la découverte de ses premières pépites.
avec des équipes très mobiles. Et souvent, ils se cotisent d'ailleurs et ils se partagent les gains et un partage des bénéfices aussi. Donc, il y a des formes de justice entre eux. Puis très vite, déjà, il y a des formes d'adaptation au milieu sec, parce que le problème, c'est l'eau. Et donc, petit à petit, il y a une mécanisation qui se fait avec des prospections à sec, avec des machines qui fonctionnent sans eau. Et puis jusqu'au bulldozer, alors même la prospection dans cette première phase peut avoir évidemment des impacts environnementaux désastreux. Là, c'est des décapages au bulldozer, des techniques utilisées au Soudan qu'on retrouve aujourd'hui dans tout le Sahara. Je passe à la phase 2. La phase 2, c'est la stabilisation et la concentration de l'exploitation de l'or avec la découverte de filons. Là, vous voyez sur cette image satellite, vous voyez deux filons qui sont parmi les deux plus grands filons. C'est le site principal, le plus connu au Niger, qui s'appelle Tibarakaten. Ils font plus d'1 kilomètre de long, avec à ce moment-là 40 000, 50 000 personnes qui exploitent l'or, chacun organisé en petites équipes. Donc là, on est dans la phase d'intensification provoquée par la découverte de filons d'or primaires. Et là, les orpailleurs, il y a un changement. Vous voyez, là, c'est lors des premières heures de la découverte du filon. Je vous montre quelques photos. Et vous voyez, le filon, c'est 1 mètre de large, pas plus, sur plus d'1 kilomètre de long, avec une succession des centaines de trous de puits. Puis ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a des centaines parfois des dizaines, voire une centaine de mètres de galeries sous terre, de part et d'autre, vers la gauche et la droite. Donc on suit la veine aurifère. De part et d'autre, c'est les déchets de fouilles. Et ensuite, vous avez les espaces de campement et puis de commerce. Donc, toute une organisation spatiale qui se met en œuvre. Et là, les orpailleurs, ils deviennent des creuseurs. Et ils se regroupent dans de grands centres, dans de grands sites miniers, pardon. Donc, au lieu d'un simple décapage de surface, là, il faut creuser la roche, extraire le minerai, puis ensuite l'évacuer pour le traiter. Vous allez voir les différents types de traitements que ça nécessite. Mais là, donc, il y a une chaîne opératoire plus complexe, donc c'est plus mécanisé, il faut des machines, et donc c'est plus coûteux. Donc ça nécessite aussi de l'eau, de l'énergie, de l'électricité, des produits chimiques, on le verra, mais surtout un capital initial, un investissement initial beaucoup plus important, et aussi une main-d'œuvre, une force de travail beaucoup plus importante. Et donc, il y a progressivement une organisation du travail qui s'est mise en place, et une organisation qui est hiérarchisée, avec un patron et la main-d'œuvre, la force de travail. Le capital initial est avancé par le patron, qui aussi doit fournir machines et doit aussi financer tous les coûts d'exploitation. Donc il y a un propriétaire de puits, parfois il y a des propriétaires externes aussi qui financent, donc ça peut être très compliqué. Mais en tout cas, là, les rapports de production deviennent de plus en plus inégalitaires. Et la répartition des gains, par contre, se fait en fonction de la quantité d'or. C'est-à-dire que les orpailleurs, les creuseurs sont payés en fonction de la quantité d'or. Il y a un partage, un tiers, un tiers, un tiers. Je ne rentre pas dans ces détails, mais ils participent aussi une forme de participation en fonction des gains. Ce qui fait que même s'il n'y a plus l'attrait initial de la rue vers l'or, on peut être riche. Là, c'est plus difficile d'être riche du jour au lendemain, mais il y a quand même une participation aux découvertes. Mais en tout cas, déjà, la deuxième phase, c'est la fin de la fièvre de l'or, la fin de la rêve du pactole. Et l'orpaillage devient un moyen d'existence comme un autre, à temps complet ou à temps court. Donc, je vous montre quelques images, vous ayez une représentation des sites, avec des équipes de 4-5 personnes. Il y en a 2 qui travaillent dans les galeries, dans les puits, il y en a 2 qui remontent les sacs, et puis un qui est au campement et qui s'occupe de la logistique, de faire la nourriture, etc. Il y a au moins 5 personnes par trou. Donc là, il y avait des centaines de trous. Donc, faut s'imaginer 40 000 ou 50 000 personnes. Et on est en plein désert, on est à la frontière d'Algérie, on est dans un extrême climatique, il n'y a pas d'eau. L'eau, elle venait de la ville d'Arlit, qui est à 3 km si mes souvenirs sont bons. Donc voilà ce que ça donne. Il y a quelques journalistes qui ont pu y aller, très peu, mais voilà une image visuelle. Et c'est la découverte de ces grands filons, c'est multiplié dans les déserts. On retrouve. Voilà ce que ça donne d'un point de vue de l'imagerie satellitale, avec le filon que vous voyez en gris-bleu, qui est linéaire,
Et vous voyez aussi les campements, alors là c'est plus en haut de l'image. Parfois dans des conditions aussi difficiles parce que là c'est l'Aïr, donc c'est une région montagneuse. Et donc là, l'accessibilité est très compliquée. Donc, par exemple, j'ai pu observer un balai de motos, voire des caravaniers qui sont reconvertis en acheminant le minerai depuis le filon qui est sur les hauteurs vers la plaine, la vallée, où là, il y avait des camions ensuite qui apportaient le minerai pour être traité. Donc, ça donne des images un peu frappantes de, entre une forme d'activité un peu ancestrale, les caravanes, et avec une activité d'extractivisme très contemporain. Alors au début, c'était, comme vous pouvez voir sur ces photos, l'activité était très peu mécanisée, donc ça demandait une force de travail très importante, et puis évidemment avec des risques au travail, des blessures, pas de santé, pas d'équipement médical, etc. Puis après, ça s'est très vite aussi modernisé, donc avec nous ont ramené de l'énergie, des générateurs, et maintenant ils travaillent au marteau-piqueur, par exemple. Mais une fois que l'on a creusé, il faut sortir le minerai et ensuite il faut le traiter. Donc là aussi, ça nécessite beaucoup d'utilisation de machines. D'abord, il y a un premier concassage souvent au marteau, puis ensuite des grands concasseurs, puis ensuite des broyeurs. Là, vous voyez, c'est des petits moulins à grains qui ont été détournés de leur usage initial pour obtenir donc une poudre fine. Une fois qu'on obtient cette poudre, elle est évacuée généralement par des camions parce que ça nécessite de l'eau. Et comme il n'y a pas assez d'eau sur place, ce qui est le plus cher, c'est l'eau, eh ben, on va dans ce qu'on appelle des centres de traitement. Et là, étaient utilisées des rampes de lavage avec un tapis. Et par gravité, les pépites, les grains d'or se déposent sur le tapis. Puis ensuite, il y a le passage à la piscine, où là, on lave à la battée. Donc là, ça fait référence aux mêmes techniques qui avaient été utilisées en Californie. Donc, le début de la ruée, la deuxième phase, vous voyez, ça n'a pas pas beaucoup évolué du point de vue technique. Et après, il y a le traitement chimique, et là, en l'occurrence, c'est au mercure, avec un usage du mercure, et c'est là où aussi il y a des contaminations, des problèmes de santé à cause du procédé de l'amalgamation au mercure, qui est connu aussi depuis l'Antiquité romaine. Bon, et ensuite, il y a le brûlage et le partage des bénéfices et des coûts, etc. Ce qui fait que c'est une sorte de grand bidonville champignon qui accueille énormément de monde. Au début, tout est cher, tout est payé en grains d'or, puis ensuite, ça devient de moins en moins cher parce que tout vient en contrebande depuis notamment les pays étrangers. Donc, c'est devenu des centres commerciaux utilisés même par les populations nomades. Et on retrouve tous les petits métiers que vous retrouvez dans les villes africaines, le forgeron, le petit infirmier, le marabout, le boulanger, etc. Et des produits qui viennent de toute l'Afrique, du Nigeria, de Libye, d'Algérie, etc. Et puis, progressivement, j'ai évoqué ces patrons, les patrons qui ont parfois en fait comme dans toute ruée, ont eu leur richesse grâce au commerce, ont fini par acheter des équipements, à louer ou à proposer leurs équipements aux autres orpailleurs et à racheter des puits. Et c'est devenu des grands patrons. Et donc de fortunes se sont faites sur notamment ici le site de Tibarcaten dont je vais reparler. Et bon, ça je ne vais pas. Donc voici les différentes étapes d'exploitation que j'évoquais, l'extraction, puis le traitement mécanique, puis ensuite le traitement chimique. Ça c'est un travail réalisé par Abdelkader Afan. Mais je voudrais maintenant terminer sur la phase 3. Pas trop débordé, je suis désolé. La phase 3, c'est la dernière phase, et c'est celle où les États reprennent la main, ou cherchent à reprendre la main. Donc c'est ce qu'on appelle les politiques de formalisation, de passer d'une économie informelle à une économie formelle. Donc les États cherchent à encadrer aussi pour avoir des ressources financières, évidemment à taxer l'activité, à essayer d'empêcher aussi les effets négatifs, en termes sanitaires, environnementaux, aussi essayer d'empêcher évidemment les financements de groupes qui seraient terroristes ou rebelles, etc. D'essayer de respecter le principe de souveraineté territoriale parce qu'il y a beaucoup d'éléments étrangers aussi. Et surtout donc d'engager des recettes fiscales et faire appliquer le code minier. Alors, justement, qu'est-ce que ça passe par quoi cette formalisation? Ça passe par l'attribution d'abord, je suis désolé, l'attribution de permis de recherche qui sont attribués souvent à des personnes, à l'élite économique et politique de ces pays-là, le plus souvent. On privilégie d'abord
des permis plutôt de nationaux, mais il y a aussi de plus en plus dans cette troisième ruée l'intervention de sociétés transnationales. C'est le cas, par exemple, en Mauritanie aussi, où, par exemple, les Soudanais ont beaucoup investi, mais c'est des entreprises soudanaises. Mais on retrouve aujourd'hui des Yéménites, des Chinois, des Indiens. C'est toute une mondialisation aujourd'hui de ces sociétés minières. Donc, vente de permis, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès. C'est la fin du premier arrivé, premier servi et de l'accès libre au gisement, qui est contrôlé par le code minier. Tout le problème étant évidemment l'équilibre à trouver entre ces permis miniers et puis le maintien aussi de la main-d'œuvre d'orpailleurs, parce que c'est une soupape sociale aussi. Donc l'équilibre à trouver est très compliqué pour les États. Et puis dans cette troisième phase, il y a aussi la mécanisation accrue, les grosses machines, avec les moulins, là, les moulins à roues qui viennent de Chine, et puis des procédés en fait industriels qui ont été appliqués à l'exploitation dite artisanale. Là, par exemple, ce que vous voyez, ce sont des bassins de lixiviation pour le traitement au cyanure. Donc là, en fait, c'est les méthodes industrielles qui ont été récupérées par, euh, par l'exploitation artisanale et à petite échelle, avec aussi des conséquences évidemment environnementales et sanitaires. Mais ça demande de plus en plus d'investissement. Donc petit à petit, je passe l'orpaillage et entre les mains de ces gros patrons, de ces grands patrons qui créent des sociétés et qui réinvestissent leur argent et leur société dans d'autres domaines. Mais vous voyez, là, c'est déjà une forme de concentration et de monopolisation de l'activité. Je passe et puis je travaille aussi sur la Mauritanie où là, la formalisation est la plus avancée avec la création de couloirs d'orpaillage laissés par les orpailleurs avec des formes d'ouverture de couloirs. Par exemple, là, il y avait 20 000 personnes qui attendaient l'ouverture d'un couloir. Donc, c'est une course-poursuite en plein désert pour le premier arrivé, premier servi. Donc, il y a des formes d'organisation de l'activité où j'ai pu aller. Là, vous voyez, en plein désert, c'est les entreprises minières chinoises qui ont beaucoup investi dans des petites mines qui passent vraiment inaperçues. Là, c'est le centre de traitement ici en Mauritanie qui est en train d'être construit. Voilà, je pense que je vais juste conclure en disant que cette notion de ruée m'a permis d'envisager le phénomène dans son ancrage territorial à différentes échelles et à l'inscrire dans une certaine durée en déclinant en plusieurs phases. Et je pense que la notion de rythme m'a aidé en ce sens. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin et vous remercie pour votre attention et désolé d'avoir été, je pense, très long.